Felix, Ja. wir kommen jetzt eigentlich nach Hause. Ja, ich glaube jetzt gleich rechts abbiegen und dann über 10.000 Kilometer oder so. Ne? Da müssen wir ja gar nicht mehr tanken. Oh, sieht so aus, als hätten unsere sparsamen Booster, die gerade mal 250.000 Kilo Treibstoff pro Minute verbrennen, wohl alles aufgebraucht. Quatsch, geh mit dem Kanister, ne? Warte, bloß nicht. Komm, hast du noch nie was von Vakuum gehört? Extremtemperaturen? Nö. Nein, dann komm, dann setz dich mal hin, du hast noch viel zu lernen. Also zu Vakuum komme ich später mit diesem kleinen Experiment. So, du hast jetzt, nehmen wir mal an, du hättest jetzt die Luke geöffnet, um, was wolltest du nochmal machen? Danke. Tanken, ja, das ist ziemlich dumm. Denn wir würden in, glaube ich, so ungefähr 14 Sekunden bewusstlos sein, wenn unsere ganze Atemluft aus dem Shuttle entwichen wäre, so wie wir höchstwahrscheinlich auch. Dann stellen wir uns zwei, wie soll ich sagen, schwere Prüfungen. Also einmal die Temperatur und einmal das Vakuum. Kommen wir erstmal zur Temperatur. Temperatur, nehmen wir an, du landest an einem schattigen Ort, dann wirst du erfrieren, denn dort herrschen Temperaturen bis zu minus 270 Grad. Dann wird dir natürlich etwas kalt, natürlich, und möchtest an die Sonne. Ja. So, das wird, glaube ich, noch dümmer, denn dort herrschen Temperaturen bis zu 100 Grad Celsius. Du wirst einfach verbrennen. Natürlich sind wir dann auch nicht von den UV-Strahlung geschützt wie auf der Erde und deswegen würden wir in ein paar Sekunden einen heftigen Sonnenbrand kriegen. Doch. So. Zum Vakuum jetzt natürlich. Dafür habe ich hier ein kleines Experiment vorbereitet. Ja. Dafür nehmen wir jetzt ganz einfach einen von diesen Schaumküssen. Nehmen wir mal den. Sollen wir den nehmen? Ja. Ja, dann nehmen wir den. Das ist jetzt deine Lunge. Ja, okay. Stell dir gut vor, das wäre deine Lunge. Wir stellen jetzt quasi das Leere. Also entnehmen wir hier diesen Raum die Luft, um sozusagen Vakuum herzustellen. Okay. Ja? Ja. Also achte gut darauf, was jetzt passiert. Ich achte gut darauf. Also, das ist sozusagen deine Lunge. Ja. Nein. Doch. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt rausgehen würde. Nein, ich bleib drin. Weißt du was, Felix? Warte, also ich muss ja erstmal erklären hier. Okay, na schön. Ja, ich meine, ja, irgendwie Wissen muss ja auch irgendwie lernen, ne? Ja, Also, wir haben hier gerade das Leere erstellt, also haben wir diesem Raum die Luft entnommen. Ja. Dadurch entsteht ein Unterdruck außerhalb und innerhalb ein Überdruck. Also möchten unsere Lungen bzw. unsere Körperflüssigkeiten, also das Blut, unsere Zellen, möchten das Ganze ausgleichen und platzen dadurch. Fazit aus dieser ganzen Geschichte, was Vakuum und so angeht: Wir würden sterben, aber gute Nachricht, wir würden davon ziemlich wenig mitkriegen. Okay. Ja, Ich mach die Luke nicht. wäre, glaube ich, etwas schlauer, oder? Gut, vielleicht können wir uns auch überlegen, irgendwie anders zurückzukommen. Well, let's look at our current situation. Our shuttle is flying in Earth's orbit at a speed of 27,000 kilometers per hour, at a height of 400 kilometers, backwards and upside down. Now that's really bad, and we barely have any fuel left. But we have a little bit of fuel left, which maybe could fire up our engines again. Well, our big engines, we can't fire them up anymore. We wasted our big fuel. But imagine what would happen if we fire these little engines up. Ja, genau. Was passiert eigentlich dann? Also ich meine, wie funktioniert das? Well, yeah, those engines combined produce less than 1% of the main thrust of the space shuttle. That's really not much, but it's enough to slow us down by 300 kilometers an hour. Now that doesn't sound that much, but it's actually enough to make the shuttle start falling towards the Earth. Our shuttle can't maintain its orbit through around the Earth any longer. Now we've started to fall and facing the atmosphere. Now we have to pitch up to a 40 degrees angle. Now, why to a 40 degrees angle? Well, facing the atmosphere creates drag, a lot of drag. We are incredibly fast. And drag creates friction, or is created by friction. And friction with the air creates heat. And this heat can cause us to melt. Now the shuttle has got heat panels which protect us from the immense heat. But they only work if the heat is regulated. Now, if we pitch up too much, we would create too much drag, which would result in a meltdown of the shuttle. If we pitch less,
we were going in way too fast and also melt, and that's pretty bad. Now, as you can see, we're starting to rush through the atmosphere, the shuttle's starting to glow. We are facing denser air, which breaks us down even more. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, unser Shuttle hat ja Flügel. Ja. Wenn wir dann auf die Erde kommen würden, das würde uns doch nochmal, wie soll ich sagen, nochmal zum... Du machst ein Problem. Ich frag doch nur, Well, indeed, our shuttle has got wings, and wings generate lift. And they're going to generate so much lift that we just skip off the atmosphere and we'll go right back into space. Now, that's really bad, because we really want to go down and not up. Well, we ask our engineers, and they just say, well, roll the shuttle to the side. We can't control that we create lift, but we can control, however, in which direction the lift points. So if we bank, that's what it's called, to the left or the right, our lift doesn't point up anymore, but to the left or the right, and we descend faster and don't go up anymore. Aber du hast ja gesagt, wir wollen ja auf eine Seite schwanken. Ja. Also nehmen wir mal an, wir schwanken nach rechts. Ja. Dann würden wir die ganze Zeit nach rechts schwanken, also würden wir vom Kurs abkommen. Willst du jetzt runter oder nicht? Ja, ja eigentlich schon, aber ich meine... Good. Well, that's true. Our shuttle, while banking, is pulled to the direction in which the lift points. Now, that's bad because we can't just land in Panama. So we again go to the engineers and they say, wait, just roll the shuttle the other side. And why are you wasting our time? Well, that's basically what we do. We roll the shuttle from the left to the right to create that curvy income path. Like, we really have to make sure we bank, we switch the bank angles. NASA calls this roll reverses. Maybe some people know that from their marriage. Well, here you can see our income path in function of our range to the runway. There, we just facing the atmosphere, we decreasing in height and descending and decreasing in speed. And that is the transition point from an airplane, from a spacecraft to an aircraft. That's it. From that point, we function like a sort of bad airplane with the aerodynamics of a brick. We're currently descending at 200 miles an hour, which is the equivalent to a skydive in free fall. We can land like that, and in the last bit of this path, we transform all our descending energy in going forward energy by pulling the nose up aggressively. Now, by doing that, we are still at currently a big speed. So if we land like that, we have to deploy a direct chute necessarily so that the shuttle doesn't overshoot the runway, because that would be really bad. We want to land at Cape Canaveral and not in the Everglades. Now, let's resume what we learned. We are flying backwards in the atmosphere. We're performing a de-orbital burn to make the shuttle fall towards the Earth. Then, once we hit the atmosphere, we're pitching up to an angle of 40 degrees to create a balance of drag and heat created, and we rush through. We bank to control our path and roll the shuttle from the left to the right to control our income path. And at the last bit, we pull up the nose aggressively and the drag chute is deployed. Hört sich das gut an? Wünscht das nach dem Plan? Ich glaube schon. Okay, dann lass uns noch mal ganz an den Anfang gehen und das jetzt versuchen. Hey, gut. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're about to perform our de-orbital burn, and flight time will be around an hour and a half. Some turbulence is expected on the first burn of the flight. Crew starts the cabin service in 10 minutes, and we wish you have an enjoyable flight. Thanks. Nous sommes deux jumeaux. Oui, et pourtant... Oui, et pourtant ça ne se voit pas. Tout le monde croit que je suis plus âgé que Fabien, mais ce que je voudrais, c'est devenir plus jeune que lui. Intéressant, Elias. Donc on se pose la question, peut-on devenir plus jeune que son jumeau? Also, Elias, ich habe ein Experiment für dich. Gehen wir zusammen mit der gleichen Geschwindigkeit in der gleichen Richtung. Okay.
Was beobachtest du? Also ich habe den Eindruck, dass ich unbeweglich im Vergleich zu dir bin. Ja, und wenn ich von der anderen Richtung komme? Okay. Also, dann gehst du zweimal schneller. Ja, ich zweimal schneller im Vergleich zu dir. Also du kannst diesen Effekt mit dieser Animation besser sehen. Also du siehst, dass die zwei grünen Autos im Vergleich zueinander unbeweglich sind und dass die rote Auto im Vergleich zu ihnen mit 100 km pro Stunde sich bewegt. Okay, ich verstehe. Also die Geschwindigkeiten addieren sich oder subtrahieren sich je nach der Richtung, in der man sich bewegt. Ja, aber im 19. Jahrhundert haben zwei amerikanische Physiker, Michelson und Morley, die Lichtgeschwindigkeit am Morgen und am Abend gemessen. Ah, okay. Also, wenn du denn Sonne bist, dann kommt das Licht von hier, Ja. das Erde dreht sich und dann hier addiert es sich und hier, also es nähert sich von dem Licht und hier entfernt es sich von dem Licht. Ja, die Erde dreht, also normalerweise, was glaubst du, dass sie gemessen haben? Hier sollte es schneller sein und hier langsamer. Ja, aber sie haben die gleiche Geschwindigkeit gemessen. Echt? Ja. Ist das möglich? Also die Physiker wussten nicht, wie sie dieses Phänomen interpretieren könnten, aber im Jahr 1905 schlägt Einstein vor, dass die Lichtgeschwindigkeit für alle Beobachter die gleiche ist. Ja, das ist komisch. Oui, c'est même très difficile de se le représenter. Donc pour voir à quoi ça pourrait ressembler, je te propose une autre expérience. Donc tu as une lampe torche. Si une voiture avance dans ta direction et que quand elle passe à ton niveau, vous allumez tous les deux vos lampes torches, tu vas voir les deux rayons de lumière se déplacer à la même vitesse, même si la voiture se déplace. Oh. Alors, c'est assez étrange, mais ça va plus loin. Donc maintenant, je propose une horloge à lumière. Donc elle est un peu bizarre. Elle fonctionne avec deux miroirs. Tu as une lampe qui envoie de la lumière sur un miroir. Et donc quand la lumière arrive sur le miroir, la lumière va redescendre et partir en zigzag. Et à chaque fois que la lumière va toucher un miroir, l'horloge va compter une seconde. Ouais, elle est bizarre. Alors, du coup, si tu es immobile et que tu mets la même horloge dans une voiture, quand la voiture se déplace, la lumière va devoir parcourir une plus grande distance pour compter une seconde. Par contre, elle le fera à la même vitesse. D'accord. C'est quand même bizarre. Alors, pour voir ce qui se passe, je propose de séparer le public en deux. Donc la partie qui est à droite, vous pouvez compter avec moi ce que l'horloge en mouvement dans la voiture va afficher. Donc la partie de gauche va compter avec moi, ce qu'on va voir, ce qu'on va compter ici à gauche. 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 11. Mais ça va compter. Mais si, Elias, ils savent très bien compter. D'ailleurs, évite de dire ça quand même parce que c'est eux qui nous donnent les points à la fin. Alors, donc ce qui va se passer, c'est que quand tu regardes quelqu'un se déplacer, tu vas voir son temps à lui s'écouler plus lentement que le tien. D'accord, je comprends. Ça me donne une idée. Si je partais avec une fusée à, disons, 60% de la vitesse de la lumière, qu'est-ce qui se passerait? Alors, bonne idée, comme ça me fera des vacances. Alors, moi, donc, je suis immobile sur Terre et je vais te voir te déplacer à vitesse constante. Donc, de mon point de vue, je vais te voir te déplacer et il va se passer le même phénomène qu'avant. Donc, je vais voir ton horloge tourner moins vite que la mienne. Et donc, quand 5 ans sont passés pour moi, seulement 4 ans vont être passés pour toi dans mon point de vue. Mais attends. Là, moi j'ai l'impression que moi je suis immobile et que c'est toi qui t'éloignes. Alors effectivement, c'est exactement ce qui se passe quand vous êtes dans une voiture, par exemple. Vous avez l'impression d'être immobile et que c'est le paysage en dehors de la voiture qui se déplace. Donc Elias a le droit de faire exactement le même raisonnement. Donc, dans son point de vue, c'est moi qui me déplace. Et donc, il va aussi me voir être plus jeune que lui.
Mais donc, quand je rentre, qu'est-ce qui se passe? On va tous les deux plus jeunes? Alors non, Elias, ne raconte pas n'importe quoi, ça c'est pas possible. Alors, donc là, tu continues de t'éloigner. Si tu veux rentrer sur Terre, il va falloir que tu fasses demi-tour avec ton vaisseau et que tu accélères dans ma direction. D'accord, mais il va se passer quoi quand je vais accélérer? Alors, pour comprendre ce qui se passe quand tu accélères, je te propose une autre horloge à lumière. Donc celle-là est un peu différente. C'est toujours une lampe qui envoie un flash lumineux contre un mur. Et à chaque fois que la lumière touche le mur, la lampe envoie un autre flash lumineux et compte une seconde. Donc moi, si je suis sur Terre, je vais voir les rayons lumineux partir tout droit. Par contre, dans ton point de vue, comme tu accélères vers le haut, en même temps que le sol, tu vas voir la lumière se rapprocher du sol, et donc tu vas la voir courber vers le bas. D'accord, je comprends. Donc, dans mon point de vue, je vais voir ma lumière partir tout droit, partir vers le bas, pardon. Et donc c'est la tienne qui va partir tout droit. Exactement. Donc c'est le même phénomène qu'avant. Donc la lumière va parcourir une plus grande distance, mais à la même vitesse. Donc il va encore y avoir un décalage dans les horloges. Et donc cette fois, quand tu vas accélérer, tu vas me voir vieillir très rapidement. Et donc, alors quand je rentre finalement? Alors, moi je n'accélère pas. Donc pendant tout ton voyage, je vais te voir te déplacer à vitesse constante et donc je vais voir ton temps s'écouler moins vite que le mien. Aber in deiner Ansicht, zuerst wirst du mich jünger als wir sein, dann wirst du beschleunigen und du wirst mich sehr schnell wachsen sehen und am Ende wirst du wieder mit einer konstanten Geschwindigkeit und du wirst deine Verspätung ein bisschen nachholen und du misst auch, dass wenn 10 Jahre für mich wenn ich von 10 Jahren älter bin, wirst du nur von 8 Jahren älter sein. Attends, ça veut dire que si je pars pendant 10 ans dans une fusée à 60% de la vitesse de la lumière, Oui. Ici on sera en 2028, oui ça hein? Je crois. Donc, 10 ans seront écoulés normalement pour toi, mais moi, puisque je pars dans une fusée et que des effets liés à la lumière, des phénomènes liés à la lumière, assez étrange d'ailleurs, agit sur moi, j'aurais vieilli que de 8 ans. Exactement. Waouh! Das ist toll! Aber ich glaube, dass du in der Rakete reingehen wirst, weil das Weltraum alles sieht ein bisschen gefährlich aus. Doch, Fabien, c'est sur Wissenschaft. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être venus aussi nombreux. Voici mon camarade Adam et moi je m'appelle Kélian. Depuis tout petit, je rêve de devenir fort. Donc je fais du sport pour me muscler et je fais de la plongée, je fais de l'athlétisme et du ping-pong. Mais apparemment ça suffit pas. Donc mon objectif c'est de devenir aussi fort que Monsieur Ocon. C'est mon ancien prof de sport. Et je voudrais, s'il est là, qu'il monte sur scène. Je voudrais que vous souleviez ce poids de 15 kg, avec un doigt. Le petit ça dessus. Le petit. Ah, le petit. Ouais. Le petit doigt. C'est ça. Ou le petit poids. Le petit doigt. Ouais, ça va juste. Donc vous y arrivez, contrairement à moi, qui n'arrive même pas à le soulever. C'est normal, hein. Bon bah, merci beaucoup Monsieur Ocon. Alright, so I'm here to help Killian to pick up his bucket. But for now I have no idea because what this guy would need is a crane. Une grue? Mais c'est pas bête ça. What do you think? We aren't going to fit a crane in this room.
we don't have enough place, and we don't know how they work. Bah si, ça marche avec des poulies. Oh, that's right, pulleys. But do you know where you can find them? Bah, dans des grues, je sais pas. For example, dans des machines de musculation, n'est-ce pas, monsieur? Bon. Par exemple. Aussi, dans des bateaux, pour soulever les voiles. Dans des grues, bien sûr. Là, on peut pas trop les voir, mais elles sont ici. Là, c'est des poulies qui permettent de soulever ce traîneau. Mais il y a aussi des usages un peu moins conventionnels. Par exemple, dans des arcs et dans certaines lampes. Et puis enfin, dans des grues de port. So, the thing that all these pictures have in common is that every time that you use pulleys, it's to lift very heavy objects. So, I think that if we want to lift our bucket, we would need to use pulleys. Oui, oui, c'est vraiment idéal pour notre problème, parce qu'on voudrait soulever moins que 15 kg. On aura besoin de poulies. Well, I really want to see how these work. So, luckily, we have something prepared. So, let's try to balance out these weights with other weights. Donc, to balance out 1 kilogram attached to one pulley, how much would you put? Bah, je sais pas, moi je dirais 500 grammes, non? Sure, we can try. Donc on essaye avec 500 grammes pour une poulie et soulever 1 kg. C'est tous des poids de 1 kg. On le rappelle. Ouais. Voilà. Oh, it's much too late. Look. C'est beaucoup trop léger, il faudrait au moins 1 kg. On peut essayer avec 1 kg. Donc, these are 2 weights of 500 grams. So, now it's balanced. C'est déjà mieux, ouais. It isn't helpful at all. We have to apply the same force on both sides of the pulley. So, it's useless. Oui, oui, c'est très décevant parce qu'on voudrait quand même porter moins de poids. Et là, on porte la même chose. So, let's try with 2 pulleys then. Tu mettrais combien? I don't know, 1 kilogram again? On peut essayer, hein. Tu veux que je fasse, ouais. Voilà. Well, now it's too heavy. C'est beaucoup trop lourd, ouais. So, we have to use something like 500 grams. On peut essayer. So, hey, now it's balanced. And since on this side it's 1 kilogram and on this side it's 500 grams, we actually managed to pull less weight. So that's already very nice. But what if we tried 4 pulleys? Donc avec 4 poulies, Oui. tu n'aurais pas un tableau pour nous aider? Si, justement. Donc là, voilà. On s'embête toujours, hein. Donc, if we use 4 pulleys, when we used 1 pulley, we had to pull the same weight, and when we had to use 2 pulleys, we had to use half the weight. Donc il with faudrait 4 pulleys- diviser, pour 4 poulies, il faudrait diviser par 4. Donc 1 kg divisé par 4, ça fait 250 grammes. All right, let's try. So, okay. So this means that the more pulleys you use, the easier it is to lift weight. But wait a minute. Il y a toujours un problème. Il y a toujours des problèmes dans les expériences. Oui, le problème. I know. So there's a problem. That is probably why we don't use 24 pulleys and cranes. The problem is we don't know yet what that is. So let's just try it with the most pulleys we have. Ouais, on peut essayer avec 6 poulies. Mais 1000 divisé par 6, ça fait 167 grammes. Donc, on va mettre 167 grammes. So now it works, but where's the catch? Bah, j'ai l'impression, ouais, je remarque un truc. Merci. Je remarque un truc, regarde.
Mets-toi devant, je vais mettre les règles là à côté. Et tiroir de 30 cm. Ok. Mets-le en haut. Et tiroir de 30 cm Vers le bas. vers le bas. D'accord. Exactement. Ça va monter. Mais d'où j'ai tiré sur 30 cm et cette fichue poulie, elle était même pas. Elle a même pas monté de 5 cm. Mais c'est quoi ce flemmard? Tu parles des poulies quand même. Excusez-moi. Bon. Mais ça change. That doesn't change anything to our problem. We had to pull 6 times more than we lifted this. Ouais. So, wait. That would mean that if we use 4 pulleys, we have to pull 4 times more. And if we use 2 pulleys, we have to pull 2 times more. And with 1 pulley. Okay, Tu as so raison. the thing is, we have to multiply the height by which we want to lift the heavy object by the amount of pulleys. So that's our formula, and that's also our problem. Très bien. So the thing is, je pense qu'on peut toujours utiliser des poulies pour notre problème. Parce que c'est un peu embêtant qu'on doit tirer plus de ficelles, mais c'est pas très grave. Je préfère devoir tirer plus de ficelles que de devoir soulever quelque chose de très très lourd. Donc, Tu penses que les poulies iraient? Tu penses? yes, we could use them, but not these ones, because they would break. Ouais, bon. Let's rather use something more solid. Ça tombe bien. Nos professeurs de physique, ils viennent de nous faire cadeau de ce magnifique gros ballon en bois. Voilà. Comme par coïncidence. Coïncidence. Vraiment. Totalement. Par chance, il était là. Tu veux attacher ça? Bah non. Parce que j'arrive même pas à le soulever. Bon, on va baisser ça. Ok. Tire. Tu veux que je tire? Ouais. T'es sûr que ça va aller? Oui, essaye au pire. Bah oui, c'est facile. Attends, essaye. C'est même super facile. On va, monsieur Aubon, vous êtes plus tout seul. On a réussi à être aussi fort que vous. Regarde, c'est quoi ça? Regarde, le truc là. Tu tires l'espèce de truc qui flotte comme ça? Ouais, c'est bizarre là. Prends-le en photo. C'est bon, je m'en fais. Ah, mais c'est quand même beau la banquise, hein, tu trouves pas? Dis, t'as pas l'impression qu'il commence à faire genre super chaud ici? Ah, je suis d'accord. Eh, dépêche-toi, viens voir, faut que tu prennes en photo, regarde, c'est super beau. Allez, dépêche-toi. Ouais, attends. Oh là. Ah, c'est bizarre ça. Ça me rappelle un truc, mais je sais pas trop quoi. Tu veux pas prendre en photo? Ja, bin schon dabei. Hier. Et dis, à force de voyager comme ça, t'aurais pas envie de rentrer à la maison, là où on est bien et tout? Ja, nach 3 Monate Reise, ich hab heimweh. Vas-y, viens, on rentre. Fais juste attention aux paillassons pour pas trop se tailler quand même. Dis, on va regarder nos photos de notre voyage? C'est une bonne idée. Attends, faut juste que je sorte la carte SD, parce que évidemment pour regarder les photos c'est plus facile. Waouh, on a fait de belles photos quand même, hein. Regarde, il est trop mignon. Trop mignon. Attends, mais c'est la photo, c'est le truc bizarre qu'on avait vu sur la oui, je m'en rappelle. Mais ça me rappelle aussi une autre photo, tu sais, le truc qu'on a vu dans le désert. Ah, vas-y, montre-moi, je me rappelle pas. Voilà celle-là. Ah oui, c'est vrai, mais c'est quoi? Ah, ich weiß, das sind Fata Morgane. Was? Mais si, des mirages. Regarde, c'est comme ton verre. Ou ta paille. C'est une déviation de la lumière. Ma paille? Ah oui, on dirait qu'elle est cassée. Ouais, c'est le principe de la réfraction. Regarde, je te montre. Attends-moi, je veux voir quand même. Où est-ce que t'as planqué le laser? Ah pardon, je l'avais caché. Merci beaucoup. Donc, quand le rayon lumineux arrive dans la plaque de plexiglas, tu vois, il est dévié. Attends, refais voir parce que je n'ai pas bien vu là. Regarde. Là. Là. Au lieu de poursuivre son chemin tout droit,
Ah, tu dirais là exactement quand tu rentres dedans? Oui, voilà. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas à cause du changement de milieu. Comme la densité est différente entre l'air et le plexiglas, et pour notre verre c'était entre l'air et l'eau, alors la lumière se déplace à une vitesse différente. Ce qui se traduit par un changement de direction du rayon lumineux. Exactement. Ah bah, t'es bien gentil, hein. Aber was hat das mit Fata Morgana zu tun? Das ist genau das gleiche Prinzip. Es gibt einen Temperaturunterschied zwischen dem sehr heißen Boden und der Luft in der Sandwüste und bei der Scholle liegt dieser Unterschied zwischen der eiskalten Auflage und der wärmeren Luft. Mais le changement de température n'est pas brut ici. Non. En effet, il se forment plusieurs couches d'air avec des températures différentes. Regarde, dans le désert de sable, on a un sol chaud avec de l'air frais ici. Et sur la banquise, on a des couches très froides ici et des couches plus chaudes ici. On appelle ça un gradient. Donc, si j'ai bien compris, c'est à cause de ces couches que le mirage se forme. Oui, exactement. Regarde. Ici, on peut voir le chemin du rayon lumineux. À chaque fois que le rayon arrive dans une nouvelle couche, donc par exemple dans une nouvelle couche comme du plexiglas, il est réfracté. Ici, là, encore là, et se courbe de plus en plus jusqu'à atteindre là le point de réflexion totale. Die totale Reflexion tritt beim Übergang von einem optisch dichteren, hier die kälteste Schicht, zu einem optischen dünneren Medium ein, wenn der Einfallswinkel zu groß wird. Hier kann man gut sehen, dass wenn ich den Laserpointer bewege und dass wenn der Einfallswinkel zu groß wird, verschwindet dieser Punkt, der da auf der Decke ist. Attends, mais je le vois pas là. Refais-le encore. Regarde, là, le point il est là. Ouais. Sauf que là, quand tu commences là-bas, le point il se déplace ici. Tu le vois? Regarde là au plafond. Ah ouais, ok. Donc là, plus je continue ici, et ben, on voit plus que le point là en haut. Donc c'est un changeant d'angle. Exactement. Okay, also zurück zu unserer Fata Morgana. Normalerweise würde das Auge das Licht von der Sonne hier auf die Palme so abbekommen. Aber wegen dieser Vorlagen entsteht dann diese Biegung. Das Auge sieht dann die Palme umgekehrt auf dem Boden und man denkt dann, das ist dann die Fata Morgana. Ben, en sachant tout ça, c'est quand même relativement facile de créer un mirage, non? Comment est-ce que tu veux dire? Parce que dans la nature, quand on était dans nos expéditions, tout ça, on a vu des mirages, mais c'était avec des couches de gaz, tu sais, avec de l'air et tout ça. C'est compliqué de faire ça avec des couches de gaz. C'est vrai que c'est compliqué avec des couches de gaz dans une pièce enfermée. Ben, attends. On n'a qu'à le faire avec des liquides. Tu veux dire de l'eau de l'alcool, par exemple? Ben, tu sais quoi? Hier, comme par hasard, je signifie bien le comme par hasard, j'ai mélangé de l'eau et de l'alcool. Donc, comme l'éthanol, donc l'alcool, est plus léger que l'eau, alors nos trois couches se sont formées. Eau, éthanol, éthanol. Si tu veux venir voir, tu vois bien les trois couches, comment la densité est différente entre l'eau et l'éthanol. Ah, Tu les vois? je vois. Also, wenn ich jetzt alles zusammenfasse, wenn ich zum Beispiel den Laserpointer benutze, dann können wir dann diesen Laserpointer, also den Lichtstrahl sehen, wie er dann eine Kurve beschreibt. Sag mal. Vielleicht ein bisschen tiefer? Genau. Siehst du, wie er gebogen ist? Er biegt sich nach oben. Ja. Siehst du's? Ja, das ist dann wie bei der Scholle, wo dann die Fata Morgana in der Luft ist. Ganz genau. Aber wir könnten es doch mit einem avec un vrai décor, non? Ouais, là, tu sais quoi? Comme par hasard. Hier, j'ai aussi une soudaine envie de faire un décor, enfin, tu sais, avec une route et du sable autour. Donc, comme on s'imagine un désert. Mais non. Si. Attends, je te montre. Le hasard fait bien les choses, comme on le dit. Donc, voici notre décor. Tu veux que je t'aide? Oui, s'il te plaît. Je fais quoi avec le verre? Tu le poses là? Donc, normalement, si j'ai bien compris, nous devrions voir un mirage par rapport à cette cube. Oui, exactement. Je vais regarder. Tu vois quelque chose? Ah oui, on le voit super bien, va voir. D'accord. Regarde, quand tu regardes entre les deux couches, on voit super bien comment le Mirage il est. Tu vois? Ah ouais. Und wie wär's, wenn einer es mit uns ausprobieren würde? Möchte jemand unsere Fata Morgana sehen? Un volontaire? Alors, vous monsieur? Ou jeune homme? Je sais pas. Comment vous appelez-vous? T'as envie de venir? Toi? Toi que t'as levé la main. Voilà. Donc, comment t'appelles-tu? Madame, vous aimeriez venir? Okay, auf Deutsch oder auf Französisch?
Et toi, tu t'appelles comment? Donc, voici Théodore et voici Ébric. Ok. Et madame, vous voulez venir aussi? Donc, normalement, si vous placez bien par rapport à la cube et par rapport à notre décor, vous devriez voir entre les touches notre mirage. Et est-ce que vous pourriez nous décrire ce que vous voyez? Avance la tête un peu. Voilà, tu dois voir entre les deux touches là. Tu vois quelque chose? Oui. Qu'est-ce que tu vois? On dirait que la route, elle vient vers moi, en fait. Plutôt. D'accord. Donc, au lieu qu'elle aille vers le ciel, elle vient vers toi? Oui. Ok. Et vous, Ébric, qu'est-ce que vous aimeriez essayer? Also es sieht wirklich so aus, als würde die Straße auf mich zukommen, aber es sieht auch so aus, als würde sich der Himmel spiegeln, so ein bisschen. Genau, das ist genau le Fata Morgana. Je regarde au milieu. Hein. Mais, et vous, comment vous appelez-vous? Madame Volny, je suis Madame Volny. Monsieur, Madame Volny aussi. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Quand vous regardez entre les couches là, normalement, sur cette couche-là, vous devriez voir notre mirage. D'accord. Est-ce que vous voyez la même chose que ce que Théodore et Émeric nous ont décrit? Moi, j'ai l'impression que la route se rétrécit et après qu'elle grandit. Eh bien, c'est exactement ça. C'est un mirage. Donc, pour notre cher... Donc pour notre cher public, voici les images. Donc, voilà. Ça, c'est notre mirage. Au lieu qu'on voit juste la table dans notre cube, nous avons vu la route. C'est donc ça notre mirage. Nous avons vu la route alors qu'elle n'y était pas du tout. Donc voici encore un agrandissement. Ici on peut voir que, ici c'est notre maquette. Voilà. Et ici on peut voir à travers toutes les couches que déjà la route est à l'envers. Et ici, on pourrait croire que c'est de l'eau ou quelque chose comme ça, mais en fait c'est notre ciel qui était ici et donc qui se reflète ici. Donc, c'est relativement facile de créer un mirage chez vous à la maison. Là, vous avez pu le voir, nous avons réussi à le faire avec de l'eau et de l'alcool. Mais il existe une autre technique. Oui, en fait, il suffit par exemple de faire comme dans la nature, c'est-à-dire de prendre un gradient. Donc, vous savez, c'est des différentes couches avec des densités différentes. Un gradient de température. Donc, vous faites chauffer de l'eau dans une casserole et vous ajoutez des glaçons au-dessus. Donc, j'en suis sûre que vous tous, j'insiste vraiment sur vous tous, vous avez déjà vu un mirage. Vous savez, cette espèce de flaque d'eau comme ça qui lévite au-dessus de la route, et bien ça c'est un mirage. Parce que c'est la réflexion du décor qui est derrière la route. Donc, souvent en été, par exemple, là, vous allez prendre votre voiture, vous verrez un mirage. Et donc je pense qu'à chaque fois que vous verrez un mirage, vous penserez à nous. D'accord, merci pour votre attention. Ich denke mal, dass jeder von euch schon mal von dem Film Jurassic Park gehört hat. Und zwar geht es halt darum, dass Forscher die Dinosaurier wieder kreiert haben. Und wir wollten halt einfach wieder gucken, ob das funktioniert oder nicht. Und zwar fängt es so an, dass sie in dem Film sagen, dass Moskitos die Dinosaurier stechen und diese Moskitos dann mit diesem Blut irgendwie fliegen und irgendwann eine Pause brauchen. Und diese Pause machen sie dann auf Bäumen. Und diese Pause dauert dann wahrscheinlich länger, so wie die Forscher das sagen. Und die Moskitos werden dann mit Baumharz eingeharzt. Und dieser Baumharz wird nach sehr, 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 sehr langer Zeit, nach Jahrmillionen Jahren, dann zu Bernstein. Und in diesem Bernstein ist noch dieses Moskito drin. Und von diesem Moskito konnten dann Wissenschaftler das Blut und nochmal rausholen und nochmal dieses Moskito, wie es so ist, nochmal rekreieren. Und weiter weiß ich nicht so wirklich. Ja, also in diesem Blut sind ja des molécules d'ADN et ensuite, après tant d'années, les molécules d'ADN elles sont plus complètes. Ça fait que dans le film, ils ont continué, ils ont rajouté là où la molécule d'ADN du dinosaure manquait. Ils l'ont rectifié avec des molécules d'ADN d'une grenouille. Und warum mit Frau Stehner? On va dire que l'ADN de grenouille correspond le mieux à l'ADN du dinosaure d'après ce film. Et ensuite, une fois que la molécule d'ADN était complète avec la molécule du dinosaure et l'ADN du crapaud et de la grenouille, ils l'ont injecté dans ce genre d'œuf. C'est un œuf d'autruche parce que
on va dire que l'autruche est assez proche du dinosaure, on va dire comment elle est créée, etc. dans son évolution. Also haben sie diese DNA, also diese komplette DNA, die von Dinosaurier und Frosch ist, in dieses Straußenei eingemacht und daraus kamen dann Dinosaurier. Ouais. Ensuite, quand l'œuf a éclos, ben, il y avait des petits dinosaures. Okay, gut. Also ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber da frage ich mich, ob das wirklich funktioniert. Ich weiß nur von der DNA. Also die DNA ist, ich benutze den englischen Begriff, also Desoxyribonucleic Acid. Das ist für mich der gängige und auch der meist gesprochene. Und zwar die DNA ist in dem Blut von jedem einzelnen Menschen und auch in jeder einzelnen Zelle. Und man sieht es meistens, wenn man von DNA spricht, spricht man von dieser Doppelhelixstruktur, die man hier sieht und auch hier sieht. Und diese Struktur ist aus mehreren Konstituenten konstituiert. Und zwar aus 2 langen Nukleotiden, die man hier sieht. Und zwar bestehen die Nukleotiden aus Phosphaten, einmal hier P, und aus Zucker und aus einer organischen Base. Da unterscheidet man auch wieder die Phosphate und diesen Zucker, den man auch Desoxyribose nennt, und die organischen Basen. Da gibt es 4 verschiedene organische Basen, und zwar einmal Adenin, Guanin, Cytosin und Guanin. Und es gibt auch nur 2 verschiedene Möglichkeiten, wie sie verbunden ist, und zwar Adenin mit Thinin und Guanin mit Cytosin. Und es ist auch deswegen nur so, weil die Wasserstoffbrückenverbindungen einmal hier 2 sind und einmal hier 3. Und 2 und 3 funktioniert nicht, also 2 und 2 und 3 und 3 sonst. Und diese Wasserstoffbrückenverbindung ist sehr, sehr unstabil. Das heißt, dass sie durch kleinste sozusagen irgendwie Unterschiede sehr leicht kaputt gehen. Und weiter weiß ich auch nicht wirklich. Mais dans le sang, il n'y a pas seulement l'ADN, mais aussi ce qu'on va appeler des enzymes qui vont venir casser les liaisons hydrogènes. On va dire que les enzymes ils travaillent d'après le schéma clé-serrure. Par exemple, si chaque enzyme a sa propre clé et elle ne va pas pouvoir être ouverte par d'autres clés. Et par exemple, si on prend un enzyme vert, il va seulement pouvoir casser tout ce qui est vert et pas ce qui est rouge, par exemple. Ensuite, on va dire que comme les animaux, les enzymes se sentent mieux dans certains milieux. Par exemple, un ours polaire, il va pas bien se sentir dans le Sahara. Par exemple, un lion, il va pas bien se sentir dans le pôle Nord. Hier haben wir eine vereinfachte Schematisierung von einer Molekül der ADN. Und wir bitten 2 Freiwillige bitte auf die Bühne. Und ja, 2 Freiwillige. Einmal, ja. Und noch jemand? Eine Scheibe? Ja? Ja. Ihr bekommt einmal von uns Temperatur. Das ist eine Schere. Und einmal ein Wasser. Und da ihr das ja gerade erklärt hat, dass die Enzyme sich an manchen verschiedenen Orten besser fühlen und dadurch ihre Arbeit besser machen, ist auch eine Schere, weißt du? Und dann zeige ich dir, und zwar kannst du ja genau die 2 Finger. Und jetzt könnt ihr hier die Wasserstoffbrücken zerschneiden. Nun gut, jetzt ist so ziemlich alles zerstört. Und das repräsentiert auch unsere DNA von dem, was vom Moskito übrig geblieben ist, und zwar nichts. Und da haben uns die Jurassic Park Verfilmer, also vielen Dank für eure Unterstützung. Also, wie sie es in Jurassic Park erklärt haben, wird das wohl nicht funktionieren, weil die DNA einfach nach sehr... Ohne DNA geht das auch gar nicht, dass man so einen Dinosaurier überhaupt wieder auf den Füßen steht. Ja, und nach Jahrmillionen Jahren ist das einfach ein Traum, der wohl nicht wahr werden wird und die DNA ist komplett zerstört. Und man kann sie auch nicht mit Frosch-DNA irgendwie wieder rekonstruieren, weil es einfach sinnlos ist. Ja. Nun gut, aber wir haben vielleicht eine Lösung. Und zwar kann man Dinosaurier wohl nicht mehr auf der Straße kreuzen, aber vielleicht eines Tages Mammuts. Weil Mammuts, wie man weiß, haben jetzt nicht vor so langer Zeit gelebt. Also es gab ja schon die Vormenschen, die dort gelebt haben. Und
die Mammuts haben ja auch an Orten gelebt, wo es sehr, sehr kalt ist. Und die Kälte, die konserviert auch manche Stoffe besser. Man weiß ja, dieser Urmensch, der war ja auch in Eis. Und den konnte man ja auch wieder rausholen. Und der war ja fast wie ein Mensch, den man gesehen hat, schon ein bisschen mumifiziert, aber er war wieder da. Und das mit den Mammuts könnte man vielleicht auch machen, dass man das Blut, das im Mammut steckt, einfach wieder rausholt und das dann irgendwie guckt, dass man das wieder auffüllt oder so macht, dass es wirkt. Und vielleicht könnte man das machen und vielleicht haben wir irgendwann Mammuts, die uns auf der Straße kreuzen. Donc, merci beaucoup und danke schön für eure Aufmerksamkeit. Bonsoir et merci d'assister à notre représentation pour ce tout premier Science Slam ici au DFG. Commençons tout de suite avec notre sujet, il ne faudrait pas qu'on dise qu'on perd notre temps tout de même. Bonsoir également. Pour vous introduire notre thème, nous allons faire un petit quiz. Voici une photo. À votre avis, elle représente quoi? Serait-ce une méduse enfouie dans les abysses? Ou alors une bulle de savon très spéciale? Ou enfin une dent de tyrannosaure fantôme? Donc on va faire un petit vote à main levée. Qui pense que c'est une méduse? Lève la main. Oh, pas mal de personnes quand même. Maintenant, qui pense que c'est une bulle de savon? Lève la main. Beaucoup de personnes. Je vois quand même quelques personnes qui n'ont pas voté, donc je présume que vous pensez que c'est une dent de tyrannosaure fantôme. Eh bien, la réponse est... la bulle de savon. En effet, nous allons faire un exposé sur la bulle de savon. Et désolé pour ceux qui voulaient un exposé sur les dents de tyrannosaure fantôme. Bon, par contre, ne vous imaginez pas qu'on fasse d'aussi belles bulles, hein, malgré un entraînement intensif de 4 mois non-stop. À la base, on s'était posé la question, les chats sont-ils liquides? Vu les photos, la question se pose. Mais cette expérience a vraiment déjà été réalisée et récompensée par un IG Nobel, qui est une variante du prix Nobel, mais qui récompense les expériences scientifiques les plus loufoques. Du coup, on a abandonné. Ouais. Mais qui, dans son enfance, n'a jamais fait des bulles de savon? Je suis sûr que chacun d'entre vous s'est déjà amusé à souffler les plus grosses et les plus nombreuses bulles possibles. Moi, je me souviens lors d'un mariage, j'ai reçu un petit flacon de bulles et je me suis amusé avec toute la soirée. Je l'ai même faite sur les invités. Mais on a tous, et j'insiste bien sur tous, eu un problème avec nos bulles. Le problème, c'est que les bulles de savon n'en font qu'à leur tête. On ne peut pas les contrôler. Elles vont à gauche, à droite, en haut ou en bas, mais jamais où on veut. Alors, on s'est posé la question comment, avec la science, on pourrait contrôler nos bulles de savon. Comment pourrait-on être maître de nos bulles? Voici une bulle, même l'apparence c'est contrôlé. Bon, avant de répondre à cette question, ne brûlons pas les étapes, hein. On s'est d'abord posé la question, qu'est-ce qu'une bulle de savon? Mais alors comment ce mélange eau et savon permet de créer ces sphères? Alors, pour répondre à cette question, il faut aller voir au niveau moléculaire de la matière. On a remarqué que les molécules de savon ont une tête et une longue queue. La queue a la propriété d'être lipophile et hydrophobe. Ouh là là, c'est compliqué. En clair, la queue est attirée par la graisse et tout ce qui est constitué de graisse, comme de l'huile par exemple, et elle repousse l'eau. En revanche, la tête est hydrophile, ce qui signifie qu'elle est attirée par l'eau. Pour vous le montrer, on va faire une petite expérience. On a deux béchers, tous les deux remplis avec de l'eau et de l'huile. On va ajouter du savon dans l'un des deux béchers. On mélange rapidement. Et on peut observer dans le bécher avec le savon la formation de micelles qui sont de minuscules gouttes d'huile entourées par des molécules de savon. Et les bulles de savon, entourées par des molécules de savon, excusez-moi. Et les bulles de savon se créent selon ce principe. Lorsque l'on crée de l'agitation avec un mélange composé d'eau et de savon, de l'air va se retrouver piégé dans le mélange. Une étroite couche d'eau est donc retenue entre les têtes qui aiment l'eau des molécules de savon, tandis que les queues qui n'aiment pas l'eau des molécules de savon vont préférer se retrouver au contact de l'air. Bon, maintenant qu'on sait ça, on va l'utiliser pour contrôler nos bulles. Notre première idée consiste à utiliser l'électrostatique pour faire se déplacer notre bulle. Nous allons pour cela utiliser la machine de Wim-Shirt. Cette machine permet de réunir des charges positives et négatives sur ces deux boules.
Alors, je vais faire une bulle de savon. Vous la voyez? Donc les personnes à droite peuvent se lever si elles veulent voir l'expérience. Wir lassen zwei Platten drehen. Die eine in die eine Richtung und die eine in die andere. Die zwei Platten reißen sich Elektronen ab und lagern sie in den zwei Kugeln. Wir fügen eine Kugel hinzu, die mit dem Plus verbunden ist, und stellen sie neben der Seifenblase. Die Minusladung der Seifenblase sollte mit der Plusladung der Kugel angezogen werden. Also man sollte nochmals beobachten, dass die Seifenblase sich bewegt, aber nicht sehr gut. Wir wollen jetzt, dass die Seifenblase in der Luft bleibt. Also wir werden eine Seifenblase schweben lassen. Wir werden das mit einem Soap Opera machen. Okay, ich weiß, was ihr sagen werdet. Was werden Sie machen? Werden Sie Friends schauspielen? Hier wollen wir aber wissenschaftliche Dinge hören. Der Soap Opera ist aber moderner. Ja, hier haben wir das Soap. Entschuldigung, und das Opera ist ein Experiment. Also, wir haben einen Spiegel gestellt, damit Sie das Experiment besser sehen. Wir fügen Natriumbicarbonat in die Wanne. Danach fügen wir Essig hinzu. Man kann beobachten, dass es eine Reaktion gibt. Diese Reaktion produziert Schaum. Die Reaktion der zwei Komponenten macht Kohlenstoffdioxid. Wir können es mit einem Streichholz beweisen. Wenn das Streichholz ausgeht, dann gibt es Kohlenstoffdioxid in der Wanne. Also ich versuche es gleich. Ich werde die ganze Schule brennen. Es ist ausgegangen. Ich werde es erklären. Ich werde schnell erklären, warum es nicht mehr brennt. Man braucht ein Verbrennungsmittel und einen Brennstoff, damit ein Stoff brennt. Das Sauerstoff ist ein Verbrennungsmittel, daher wir CO2 in der Wanne haben und kein Sauerstoff mehr, brennt es nicht mehr. Also ich werde jetzt versuchen, eine Seifenblase schweben zu lassen. Die Leute rechts und links können aufstehen, damit sie das Experiment besser sehen, wenn sie es wollen. Also wenn sie aufstehen, können sie sehen, dass die Seifenblase eigentlich levitiert. Wollen Sie es nochmal sehen? Sie können näher kommen, alle. Man kann also beobachten, dass die Seifenblase in der Luft bleibt und nicht sehr langsam. Also wir haben dafür eine Eigenschaft des Gases benutzt. Fakt ist, dass Gase in unserer Atmosphäre für ein gleiches Volumen verschiedene Masse haben. Diese Eigenschaft ist die Dichte, die Masse eines Körpers geteilt durch sein Volumen. Die Dichte der CO2 ist höher als die Dichte von der Luft. Die Dichte des CO2 ist bei 1,87 Kilogramm pro Kubikmeter. Die Dichte der Luft ist bei 1,225 Kilogramm pro Kubikmeter. Das heißt also, dass CO2 schwerer ist als die Luft und deswegen unten in der Wanne bleibt. Das erklärt uns aber immer noch nicht, warum die Seifenblase schweben. Also eigentlich fällt die Seifenblase immer, weil die Moleküle der Seifenblase schwerer als die Moleküle von der Luft sind. Und deswegen, daher die Seifenblase voll mit Luft ist und die Luft leichter als CO2 ist, bleiben sie in Levitation. Also mit unseren Experimenten wissen wir jetzt, dass man die Seifenblase normalerweise durch elektrostatische Kraft bewegen kann und mit Kohlenstoffdioxid schweben lassen kann. Wir wissen auch, dass die Seifenblasen sehr zerbrechlich sind und dass es schwer ist, sie zu manipulieren. Wir könnten uns aber eine letzte Frage stellen. Wäre es möglich, eine Seifenblase zu erfrieren? Und wenn ja, das ist der Fall, wie? Daran dürft ihr ruhig denken, Entschuldigung.
Wir möchten uns bei den Veranstaltern wie Science Camp bedanken, Monsieur Chemin und Madame Mariota und an alle, die uns geholfen haben, wie Monsieur Mirel oder Madame Stoja. Damit ist unser Projekt beendet. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Weißt du was? Nach dem Studium möchte ich eine Firma gründen. Vraiment? Tu feras quoi comme entreprise? Eine Firma, die Schutzweste herstellt. Die Gibarelle? Ça existe déjà, ça se vendra pas. Ja, aber eine neue Art von Schutzwesten. Ah bon? Avec quoi? Du Metall? Nein, das gibt's ja schon. Außerdem ist es schwer. C'est vrai que le métal, c'est lourd. Avec du plastique? Nein, das gibt's ja auch schon. Es heißt Kevlar. Und es ist so ungemütlich. Bah avec quoi alors? Gute Frage. Mit Oblek. Oblek? C'est quoi? Oblek ist eine nicht-newtonische Flüssigkeit. Eine Flüssigkeit wird nicht newtonisch benannt, wenn ihre Viskosität nicht der Schergeschwindigkeit proportional ist. Alors, attends. Un fluide est dit non newtonien quand sa viscosité n'est pas proportionnelle à son taux de cisaillement. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Weißt du, was Viskosität ist? Bah ouais. C'est... Attends. Non, oui. C'est la résistance d'un liquide à l'écoulement. Ouais. Und weißt du, was das Scheren ist? Oui, je me rappelle, on avait fait en physique, c'est... Non, je sais plus. Also, das Scheren kann man sich anhand eines kleinen Beispiels vorstellen. Man nimmt ein Kartenspiel, legt eine Hand drauf und bewegt die Hand. Wie man sieht, bewegen sich die Karten auch miteinander. Man kann auch sehen, dass die oberen Karten sich mehr bewegt haben als die unteren Karten. Das ist das Scheren. Die Schergeschwindigkeit ist dann die Bewegungsrate pro Zeiteinheit. Ja. Alors, et pourquoi est-ce que ce Oblek, c'est un fluide non newtonien? Also, Oblek zu machen, braucht man Alerte Tuto Cuisine. 2 Gläser Speisestärke und ein Glas Wasser. Und das Ganze mischen wir dann in einer großen Schüssel. Das ist sehr gefährlich, aufpassen. Um die Flüssigkeit ein bisschen schöner zu machen, kann man auch ein bisschen Lebensmittelfarbe in das Wasser machen. Ah, das ist genial. Après Tuto Cuisine, il y a Tuto Beauté. Also es ist nicht gefährlich. Wir sind einfach nur zu faul, um die Hände zu waschen. Ja. Es ist wie Sonntagabend. Kuchenbacken mit Mama. So. So, fertig. Et ça donne donc ce truc-là. Ja, fass mal an. Dann einfach nur reinhalten, genau. Alors, c'est bizarre parce que quand je mets mon doigt lentement, bah en fait c'est liquide. On dirait du lait de fraise d'ailleurs. Mais quand je tape dessus, bah, c'est solide. Mais pourquoi Ivan? Bah, la fécule de maïs, ou amidon, a des propriétés gélifiantes utilisées en cuisine pour épaissir les aliments. Mais encore plus important, elle est hydrophobe. Elle repousse l'eau. Vu que l'eau versée dans la préparation n'est pas absorbée par la fécule de maïs, elle remplit les trous entre les molécules d'amidon, ce qui crée une suspension colloïdale. C'est un système de particules de différentes tailles, suffisamment petites pour que le mélange reste homogène. Ah, okay, also warte. Wenn ich richtig verstanden habe, wenn man diese kolloidale Suspension zur Ruhe bringt, dann ordnen sich die Partikel aus Wasser und Speisestärke an, damit man Wasserstärke-Schichten bilden kann.
und die Fließfähigkeiten zu verbessern. Oui, exactement. Aber wenn die kolloidale Suspension Kräfte abkommt, dann werden die Partikel vermischt und die Fließfähigkeit wird verschlechtert. Exactement. Et tu sais quoi? Nein. Il existe deux sortes de fluides non Newtoniens. Devine lesquels? Also, ich würde sagen, einmal dieses hier, okay. Bei der die Viskosität kleiner wird, wenn die Schallgeschwindigkeit größer ist. Ouais. Und ich würde sagen, eine Flüssigkeit, bei der die Viskosität größer wird, wenn die Schallgeschwindigkeit höher ist. Ouais, ce sont les fluides réoépaississants et réofluidifiants. Le ketchup, par exemple, est un réofluidifiant. Aber kommen wir wieder zurück auf die Schutzweste. Warum bist du Google benutzen? Bah, on vient de voir que le fluide, il devenait dur quand on tapait dessus avec de la force. Avec une balle de pistolet, ça devenir très dur, non? Also, warte. Du willst einen Blick in eine Schutzweste machen? Ouais, d'ailleurs, on va tester l'efficacité de ce fluide. Va chercher l'expérience. Mais dis donc, Daniel, t'as pas pris le melon par hasard? Ja, das ist eine Wassermelone. Je crois que ma blague est tombée à l'eau. Boah, es war super lustig. Bon, pour plus d'efficacité, nous allons mettre la tête de quelqu'un que nous n'aimons pas sur la pastèque. Keine Version. Das ist mein Kopf auf die Wassermelone gemacht. Ça va, Daniel, c'est marrant. Bon, on va commencer le test, mais n'oublions pas la sécurité. Hein, Mais Daniel, qu'est-ce que tu fais? C'est pas entre nous et l'expérience qu'il faut le mettre, c'est entre nous et le public. Ah oui, c'est pas bête ça. Non, c'est le public. Bon, on se déplace. Alors, il faudra juste faire gaffe parce qu'il y aura peut-être une personne qui risque de mourir. Voilà, rangez d'ici, baissez-vous s'il vous plaît. Baissez-vous. Bon, on charge le canon. On charge. On met le clou. Oui, ce clou. On se positionne derrière, sinon on risque de mort. Et feu! Bon, ça va pas transpercer la pastèque. Je crois qu'on va devoir essayer avec quelque chose de mieux. Soit on prend un membre du public, soit du polystyrène. Bon, on va prendre du polystyrène parce qu'un membre du public, c'est pour sécurité, c'est mieux, oui. Bon. On met le polystyrène, avec la tête de Daniel, bien sûr. On recharge le canon. On met le clou. Et feu! Là, ça vient de transpercer. Vu que le polystyrène, il a... Quoi? C'était ma réplique, ça. Ah merde, bah, désolé, vas-y, continue. Donc, bah, comme l'a très bien dit Yoann, bah, le polystyrène est transpercé. Donc maintenant, on va réessayer, mais avec le fluide newtonien. On met le clou. On va dire que ça tient. Oui, si, ça tient. Et... Jamais oublié ça. Et feu! Là. Ah ouais. Le fluide, il a stoppé. Ouais. Ça marche? Bien sûr que ça marche. Je sais pas moi. Mais viens, on va déposer un bras et c'est bon, ouais. Allez hop, fini on y le va. passage.